Tu vois, au début, je pensais que tous ces symboles, c'était juste des trucs de civilisation ancienne. Des gravures sur des murs, des dieux, des signes, qu'on comprend plus réellement. Et puis un jour, j'ai commencé à les regarder. Puis vraiment à les étudier, mais essayer de voir où est-ce qu'on les retrouvait. Et là, il y avait quand même un truc un petit peu bizarre. C'est qu'ils étaient vraiment partout. Dans tous les endroits du monde. Qu'importe la civilisation, on retrouvait les mêmes signes. Les spirales de Lascaux, on les retrouve sur les poteries Lopi. Les serpents des temples mayas, on les retrouve sur les stèles égyptiennes. Les arbres du monde, on en retrouve un en Inde et un dans les pays nordiques. Alors j'ai commencé à me demander, mais comment ces peuples qui venaient de différents endroits du monde avaient réussi à utiliser les mêmes signes, mais surtout à les interpréter de la même manière. Alors oui, ils voient un arbre, ils le reproduisent. Ils voient un lion, ils le reproduisent. Mais comment et pourquoi ils avaient donné la même signification aux mêmes choses? Et en fait, là-dedans, on peut voir une forme d'inconscient collectif. Un petit peu comme Carl Jung essayait de déterminer, où il essayait de trouver c'était quoi les peurs et les passions communes à tout humain. Qu'importe la culture, la race, l'origine, la civilisation, au final, on a des points communs qui sont bien plus profonds que toutes les différences qu'on semble nous dicter à longueur de journée. Et puis, dans tous ces signes, il y avait aussi des objets, des éléments qui revenaient souvent. Comme par exemple, le miroir. Le miroir, quand on le regarde, en Grèce, Narcisse, il va s'y perdre parce qu'il va être fasciné par son propre reflet. Au Japon, Amaterasu, la déesse du soleil, elle a besoin d'un miroir pour sortir de sa grotte et oser redonner sa lumière au monde. Et puis aujourd'hui encore, dans la pop culture, regardez dans Harry Potter, on a le miroir de Rized, qui, celui-là, te montre ce que tu as au plus profond de ton cœur. Mais on pourrait aussi parler de Black Mirror, parce que lui, c'est réellement notre miroir moderne. C'est le miroir qui nous met réellement face à nous-mêmes, face à nos angoisses, face aux peurs de notre société actuelle. Le miroir, au final, c'est comme une sorte d'épreuve, parce qu'il ne te renvoie pas à ce que tu veux voir, mais ce que tu as besoin réellement de voir. Et plus je cherchais dans ces symboles, plus je trouvais des similitudes, des choses que je retrouvais partout. Le serpent, l'arbre, le feu, l'eau, le miroir, le Graal, le cube, toujours des concepts, des choses qui revenaient. Alors j'ai continué à les regarder un à un. Comme le feu, notre premier symbole, si on l'a choisi, enfin si je l'ai choisi dans un premier temps, ce n'est pas pour rien. Parce que ce feu, c'est le symbole de la transformation. C'est Prométhée qu'il vole aux dieux pour apporter la lumière et le savoir aux hommes. C'est Ani chez les hindous qui souhaite relier le ciel à la terre. Ou alors, plus moderne, on pourrait dire c'est Tony Stark avec son feu dans la poitrine. Un mélange entre génie et souffrance. Le feu, il dit toujours la même chose. Rien ne se perd réellement, mais tout se transforme, tout évolue, tout change d'état. Le serpent, lui, c'est certainement le plus mal compris, car il nous fait peur, alors on l'a diabolisé. Mais il n'a jamais été réellement mauvais. En Égypte, il représente le chaos qu'il faut dompter. Chez les Mayas, c'est Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes, qui vient apporter le savoir aux hommes. Et chez les Grecs, pour Asclépios par exemple, donc le dieu de la médecine, il a un bâton accompagné d'un serpent qui l'aide à soigner. Et dans Harry Potter, on peut retrouver encore cette image du serpent avec le basilic, avec Voldemort, avec le fourche-langue. C'est la représentation des forces enfouies qu'il faut apprendre à contrôler. Alors le serpent, il nous apprend un truc simple. Pour grandir, il faut aussi apprendre à muer, à laisser mourir un peu de toi pour recommencer. Comme vraiment l'animal fait. Il change de peau, il mue pour offrir, entre guillemets, un nouveau visage au monde. Et puis ensuite, j'ai vu l'arbre, l'arbre de vie. Yggdrasil dans les civilisations nordiques, Ashtava dans les civilisations indiennes, c'est celui qui relie le ciel à la terre. Celui qui essaye de lier le visible à l'invisible, ce que l'on voit et ce que l'on pressent. Et en pop culture, on le voit dans Avatar, avec l'arbre des âmes qui relie tout ce qui vit. Le même message, tout est connecté. Un symbole transformé au fur et à mesure des âges pour qu'il réussisse toujours à nous parler, toujours à nous ramener à cette nature divine, comme dirait Spinoza peut-être, je ne sais pas. Mais on pourrait aussi parler du Graal. Vous savez, cette lanterne, cette flamme, peu importe son nom, c'est toujours la même quête. Trouver la lumière qu'on a déjà en nous, mais qu'on oublie de regarder.
Parce que quand on regarde le message de l'épopée du Graal, qui a beaucoup de similitudes avec celle de One Piece aujourd'hui, on sent sincèrement que l'important, c'est le voyage, et que le Graal en soi se trouve peut-être, au final, à l'intérieur de soi. Il y a déjà une théorie là-dessus que j'aime bien, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais dans tous les textes religieux, dans tous les textes anciens, la traduction, au fur et à mesure du temps, elle risque de perdre son sens. Parce que quand on utilise un mot et qu'on change de langue, bah malheureusement, le mot n'a pas forcément la même connotation. Il y a une théorie qui dirait que San Real, donc du coup qui veut dire le Saint Graal dans les textes anciens, pouvait être traduit aussi par le sang royal. Ce qui changerait alors tout simplement la définition de qu'est-ce que le Graal. Si le Graal n'est pas un objet et que c'est le sang royal, c'est le sang, donc du coup de ceux qui descendraient peut-être de là, ou alors c'est quelque chose de plus intérieur qui sommeille en nous. C'est une hypothèse, je sais que ça peut paraître folklorique, dirons-nous, mais c'est intéressant de voir comment tous ces textes religieux ou très anciens, en fait, peuvent avoir une interprétation vraiment différente en fonction de la langue ou du mot que l'on choisit pour réellement traduire ce qui était écrit, soit en hébreu, soit en abrahamique, soit en arabe. Et à partir du moment où on traduit une langue, malheureusement, elle peut perdre un petit peu de son sens et de sa profondeur. Mais tout ça, c'était pour que je vous parle du message caché. Parce que ce que j'ai compris, c'est peut-être que ces symboles, ils ne sont pas là pour nous apprendre des choses, mais pour nous rappeler ce qu'on sait déjà au plus profond de nous et qu'on n'arrive plus à réellement voir. Le feu, il nous parle du changement, le serpent de la renaissance, l'arbre de l'équilibre, le miroir de la conscience et la lumière de la transmission. Et tout ça, je ne sais pas vous, mais même sans lire ce que j'ai là, même sans avoir étudié tout ce que j'ai fait là, en fait, j'ai l'impression de le savoir. Alors, est-ce que c'est par rapport à ma culture, par rapport à ce que j'ai traversé, par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce que j'ai regardé? Je sais pas. Mais on a l'impression que dedans, dans tout ça, il y a une espèce de cohérence qui ne s'explique pas. Au final, on a l'impression qu'à chaque époque, l'humanité réécrit la même histoire, avec des mots différents, des visages différents, mais c'est toujours le même message. Avant, il y avait les dieux, ensuite il y a eu les planètes, après il y a eu des personnages, les héros, les mythes, le dragon. Parce que l'évolution aussi du mythe du dragon est assez impressionnante. On le compare souvent au serpent, parce que si vous regardez le dragon en tant que tel, quand on regarde en Chine ou autre, il ressemble beaucoup plus à un serpent qu'aux dragons médiévaux qu'on peut voir dans Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, etc. Et ce dragon, il avait vraiment aussi cette dualité de protecteur d'un trésor ou aussi de bête destructrice. Le dragon, c'est un symbole qui est hyper intéressant. Je pourrais faire une vidéo aussi là-dessus, parce que j'en avais déjà enregistré une au coin du feu dehors que je ne vous ai pas mise. Alors si ça vous intéresse, vous me dites, je la mettrai autre part. Et au final, toutes ces histoires aujourd'hui, on les retrouve dans la pop culture. Celle qui est faite par le peuple, pour le peuple, et qui semble toujours porter les mêmes messages. Elles ont juste changé de costume. On retrouve l'épée dans les sables laser, le miroir dans l'anneau qui fait plonger à l'intérieur de toi, le cube comme énergie de la vie, les portails pour aller vers d'autres mondes, les masques qui nous permettent de montrer différentes facettes de nous, ou de nous cacher comme Batman, Spider-Man, pour vraiment nous révéler ou nous protéger. Ou encore l'étincelle, le brasier dans Hunger Games avec Katniss Everdeen, qui a vraiment ce symbole de feu qu'il apporte et qui lui permet de devenir plus qu'une fille, mais de devenir un symbole elle-même. Au final, c'est exactement les mêmes mythes, c'est exactement les mêmes messages qu'on retrouve dans nos films, dans nos séries, etc. Ils ont juste été adaptés à notre époque. Alors, à force de regarder tout ça, je me suis dit, mais si ces symboles, ces fragments, étaient en fait les pièces d'un même puzzle. Pas forcément un puzzle à résoudre parfaitement, mais un puzzle à vivre. Comme si chacun de ces symboles, chacune de ces étapes, chacune des vérités qu'ils nous transmettaient, était une expérience que tout humain doit vivre pour savoir ce que ça veut dire réellement être humain. Ça serait alors une sorte de langage qu'on n'écrit pas avec des mots, mais qu'on écrit avec des expériences, avec des émotions. Parce qu'au fond, qu'on appelle ça le Graal, une lanterne, le feu ou même l'espoir, toutes ces histoires parlent de la même chose. Cette petite lumière qu'on cherche partout, alors qu'au final, elle brûle au fond de nous, parce qu'au final, c'est ça, notre âme. Et peut-être que c'est ça le rôle des symboles depuis la nuit des temps. C'est de nous rappeler qu'on n'est pas si différents et qu'on parle tous, sans le savoir, la même langue. Parce qu'on n'a pas besoin de mots ou autres pour ressentir ce que le monde nous montre.
Alors, la prochaine fois que tu verras un symbole dans un monument, dans un lieu, dans un logo de marque, dans un drapeau, demande-toi ce qu'il veut dire. Que ça soit un objet, une couleur, une forme, regarde-le autrement. En marketing, beaucoup de gens les utilisent encore et justement, sans qu'on le sache, c'est pour ça que ça nous influe. Mais alors, si on arrivait à rassembler vraiment ces symboles qui sont identiques aux quatre coins du monde, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Nous, aujourd'hui, si on veut vraiment créer un univers qui dépasse le cadre simple de l'Occident, ou en tout cas de juste nos petites personnes, il faut qu'on s'intéresse à ces symboles, et il faut qu'on intègre les symboles qui sont universels. Alors, si vous en connaissez, je suis vraiment intéressé que vous me les partagiez. Donc on en a vu plein, je vous en ai cité plein, et encore une fois, je vous donnerai la Bible de l'univers avec tous les symboles qui seront utilisés dans celui-ci à la fin de l'hiver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va se servir de la fleur de vie, qui va être un de nos symboles principaux, qui est celui qu'on retrouve le plus dans le monde. On va se servir bien sûr des 4 éléments, la terre, le feu, l'eau, l'air, peut-être aussi de l'éther, mais ça je vous en parlerai plus tard. On va se servir des constellations, parce que les constellations, pareil, elles ont une symbolique qui se retrouve dans beaucoup de civilisations, comme les Pléiades dont je vous ai déjà parlé, comme Orion qui est un chasseur, etc. Alors pourquoi? Parce que quand on regarde au ciel, personnellement, aujourd'hui avec toutes les connaissances qu'on a, si on ne me dit pas que c'est un chasseur, c'est un taureau ou autre, moi personnellement je ne le vois pas. Alors comment ça se fait que ces civilisations aux quatre coins du monde aient eu la même histoire? Est-ce que c'est parce qu'ils ont vu pareil, ou c'est parce qu'on leur a transmis pareil? Mais ça je vous le raconterai plus tard, parce que ça sera une des dernières vidéos de ce cycle, où je vous raconterai la marche des étoiles, qui est une des légendes fondatrices de l'univers qu'on va créer. Alors comme je vous dis, je vais aussi avoir besoin de vous pour compléter tout ça, pour avoir d'autres symboles, pour avoir d'autres significations, pour avoir des choses que peut-être moi j'ai pas vues. Je pense qu'il en manque plus beaucoup, mais en 3 ans, j'ai pu passer à côté de certaines choses. Et en tout cas, si vous êtes là, n'hésitez pas à vous abonner, parce que si vous êtes curieux, je vais continuer à vous faire découvrir des éléments comme ça, parce que là pour le moment, on est sur les symboles, mais bientôt, on va passer sur le mur des hommes, de ceux qui ont vraiment marqué notre histoire et pourquoi. Puis ensuite, peut-être sur un de mes murs préférés, quoi qu'en final, je crois que je les aime tous, mais sur celui de la Terre, pour voir vraiment les endroits les plus magnifiques sur Terre. Et je peux vous dire qu'il y a des choses incroyables qu'on ne connaît pas alors que c'est notre planète. Alors pourquoi aller sur Mars? C'est une autre question. Et les lieux qu'on a construits. Parce que comme je le dis souvent, les 7 merveilles du monde, c'est vraiment, ok, c'est bien, mais c'est une insulte à l'humanité de déterminer qu'il n'y en a que 7. Parce qu'on a construit des choses exceptionnelles. Donc plutôt nos anciens, je dis on, mais on est l'humanité aussi. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, donc là, on est dans la cabane, on réfléchit à comment on peut voir le monde pour qu'on en construise un univers fictif qui va essayer de rassembler les différentes civilisations du monde, les différents symboles, ce langage commun qui est caché depuis la nuit des temps et qu'on raconte maintenant depuis quasiment 7 à 10 000 ans, et voir ce qu'on peut en faire pour le moderniser, pour créer une histoire à nous, pour les générations futures, et qu'on essaye dedans de transmettre les bons messages. Alors, je te souhaite une bonne soirée, et abonne-toi si toi aussi, tu as envie d'essayer de créer un univers qui tente, soyons honnêtes, d'essayer de changer le monde.